Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. Nous allons donc entamer un nouveau débat en partenariat avec la revue Books, que nous sommes ravis de continuer. Vous avez d'ailleurs des petits bulletins d'abonnement de la revue disponibles sur certains sièges. J'espère que vous en avez tous eu. Comme vous pouvez le constater sur le programme, nous avions 5 intervenants prévus pour ce débat sur les médicaments. Je vous confirme qu'ils seront bien 5, simplement le 5e intervenant risque d'arriver un petit peu en retard. Vous connaissez l'actualité, donc c'est dû à l'actualité la plus brûlante. Il sort du ministère et il va arriver d'ici normalement une dizaine de minutes. Je vais donc directement laisser la parole à monsieur Olivier Postalvinet qui va animer ce débat sur le thème des médicaments et vous présenter les différents intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve à la fin de la séance. Bonsoir. Donc je remercie la BPI d'avoir organisé ce débat. Le prétexte du débat, c'est ce numéro qui est de Books. Je suis désolé, je fais un peu de pub, mais c'est pas de mauvaise loi. Ce numéro de Books qui va sortir jeudi sur le thème « Faut-il avoir peur du cholestérol ?» Parce que, en fait, la question se pose. Ou en tout cas, la question est posée par certains. Books s'est intéressé depuis... Moi-même, j'ai pendant longtemps été journaliste scientifique et j'ai dirigé pendant 8 ans le magazine La Recherche, ce qui me donne un tropisme pour les questions scientifiques et médicales. Et à Books, qui a été créé fin 2008, donc un peu plus de 4 ans, nous avons assez vite commencé à traiter certains aspects des problèmes de l'industrie pharmaceutique, en commençant par, en 2009, la publication de la traduction d'un grand article d'une américaine, Marcia Engel, qui faisait partie de la rédaction en chef du New England Journal of Medicine, qui portait plus spécialement sur les psychotropes et les mauvais usages des psychotropes aux États-Unis. Le point d'attaque étant le fait qu'un certain nombre de grands pontes de la psychiatrie américaine, professeurs de l'université à Harvard, etc., avaient été convaincus d'avoir été rémunérés par des laboratoires pharmaceutiques pour faire la promotion de médicaments hors champ, c'est-à-dire en dehors du champ prévu par l'Agence américaine de régulation du médicament pour leur utilisation. On voyait par exemple des médicaments destinés à la maladie bipolaire être prescrits à des enfants de 2 ans. Donc c'était un point de départ et à partir de là, on a traité à plusieurs reprises cette question sous différents angles. En particulier, sous un angle qui m'a particulièrement intéressé, qui était celui de la façon dont l'industrie pharmaceutique pénètre la rédaction en chef des grandes revues scientifiques médicales et bien souvent les pervertit en faisant signer des articles destinés à promouvoir des médicaments par des grands professeurs d'université dans les domaines les plus divers, alors même que les véritables auteurs étaient des écrivaillons d'officine rémunérés par l'industrie. Et la question du cholestérol, que ceux d'entre vous que ça intéresse verraient dans le prochain numéro de Books, c'est une question absolument superbe de ce point de vue-là, parce que on voit une question très controversée, mais dans laquelle on peut considérer, comme Philippe Even à ma droite, qui va publier un livre bientôt sur le sujet, que l'essentiel des données qui sont aujourd'hui enseignées dans les universités sur le cholestérol, l'athérosclérose, etc., sont pilotées par l'industrie pharmaceutique et représentent un déni de réalité. Alors, on ne va pas évoquer tous ces sujets aujourd'hui, c'est impossible. On va évoquer certains d'entre eux de manière aussi aiguë que le temps nous permettra. Dominique Marinenki, qui dirige l'Agence française du médicament, va nous rejoindre. Il est en plein
il est en plein tourbillon de l'affaire des pilules de 3e génération, et donc j'imagine qu'il nous en parlera. Mais je vais donc d'abord passer la parole à Irène Frachon, à ma gauche. Irène Frachon est pneumologue, elle est au CHU de Brest, et comme certains d'entre vous le savez peut-être, elle est largement à l'origine du dévoilement du scandale du Mediator. Elle a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Tout à fait à ma droite, Étienne Nouguez est un jeune sociologue à la chaire de santé, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, de Sciences Po, CNRS, et il va nous parler de les travaux qui, dans sa discipline, permettent d'analyser la façon dont les médecins prescrivent les médicaments, parce que l'un des problèmes, évidemment, c'est la façon dont les médecins généralistes et spécialistes prescrivent dans certains cas les médicaments. Dans le cas de la pilule de 3e génération, c'est un problème tout à fait clair. Et donc, d'abord, Irène Frachon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 10 minutes, ce qui n'est peut-être pas simple, mais comment une affaire comme celle du Mediator a été possible? En fait, comment est-ce que ce médicament manifestement très dangereux a pu passer entre les mailles des filets successifs et finalement s'imposer et créer cette hécatombe que nous connaissons aujourd'hui? Vous avez... Voilà. Micro, oui. Bonsoir et merci pour cette invitation. Alors, les clés, on les cherche tout au long de l'affaire du Mediator chronologiquement, donc je vais y revenir rapidement. Ce sont des pistes, certaines ont déjà quelques réponses, mais beaucoup auront probablement des réponses plus approfondies grâce à l'instruction qui est en cours et dont on attend beaucoup, malgré la lenteur du déroulement de la justice, pour justement comprendre l'incompréhensible, l'impensable. C'est quelque chose sur lequel nous avons tous buté les uns après les autres. Moi, en écrivant mon livre, avec une seule partie, une vision des choses, d'enquête, puis l'extraordinaire rapport de l'IGAS, mais lui aussi qui s'est heurté, et je pense comme beaucoup encore aujourd'hui, à l'impensable. Parce que l'impensable, c'est quoi dans cette affaire ? C'est d'ailleurs l'impensable et même un des meilleurs axes de défense actuels du laboratoire Servier, qui dit, vous imaginez bien que si ce que vous prétendez être vrai, c'est tout simplement impensable. Nous ne pouvons pas avoir fait ce que vous prétendez que nous avons fait. Et qu'est-ce que de quoi nous parlons ? En 2 mots, en 1970, un dérivé de l'amphétamine, coupe-fin, est commercialisé en Autriche et en Suisse et en Allemagne et est responsable très rapidement d'une épidémie, d'une maladie mortelle qui s'appelle l'hypertension pulmonaire. Le médicament est très vite identifié et retiré du marché 2 ans plus tard, et cette épidémie qui a déjà fait probablement plus de 100 morts va effectivement marquer un petit peu les esprits. Et l'attraction pour les amphétamines, et notamment leur vertu coupe-fin, est telle que des laboratoires comme le laboratoire Servier développent des dérivés de l'amphétamine pour essayer de privilégier cet effet coupe-fin. Et Servier va identifier un dérivé particulier de l'amphétamine sur lequel il rajoute 3 atomes de fluor et qu'il va décliner, c'est comme une gamme avec plusieurs molécules mais très proches qui ont toutes le noyau de l'amphétamine et 3 fluors et qui vont arriver sur le marché. Bonsoir Dominique. Quelle journée tu as eue, je pense. Ça, c'est la routine. Donc, le laboratoire va développer ces coupes-fins à partir de 1963, qui va s'appeler le Pondéral, puis à partir de 1976, le Mediator, puis à partir de 1985, l'isoméride. Tous
très semblables. Et dans le même temps, on va dire attention, il y aura les premières alarmes pour dire attention, on commence à observer les effets secondaires, les mêmes que ce médicament des années 70, effets secondaires mortels sur les vaisseaux du poumon. C'est une première étape, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter. La demande, l'impact, le marché potentiel du coupe-faim est tel que arrivent déjà les premiers mensonges, ça n'a rien à voir, et ça commence. Et l'isoméride, dans les années 85, couplé à la force. Alors, Servier est un génie du marketing. Et il va inventer, en réalité, ce qui reste toujours les grands principes de l'industrie. Enfin, il va être un des vraiment précurseurs, inventaires de la puissance de frappe des laboratoires pharmaceutiques, notamment via un marketing intensif qui va passer par la visite médicale et donc par l'influence directe de ceux qui tiennent les clés, les prescripteurs. C'est pareil d'ailleurs pour la pilule, enfin on y reviendra. Et sur l'isoméride, donc il va y avoir un marketing complètement génial qui va aboutir à une prescription de plus de 7 à plus de 7 millions de Françaises, alors que la démonstration de la toxicité mortelle de ce produit est très très vite acquise pour les médecins qui vont observer ses conséquences dramatiques. Dès les années 90, date à laquelle je deviens témoin de cette histoire, on sait que l'isoméride tue des jeunes femmes en quelques mois. Et il faudra attendre en France 7 ans pour que le médicament soit retiré du marché. Et ce ne sera pas seulement à cause des observations françaises qui aboutiront juste à de timides mises en garde ou restrictions d'indication. C'est parce que dans le même temps, Servier va aller commercialiser sa molécule aux États-Unis. Et entre 96 et 97, deuxième hécatombe, parce que là, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'Américaines qui vont consommer ce coupe-faim en moins d'un an. Les Américains sont plus forts que nous en termes de pharmacovigilance et vont mettre en évidence le drame des valvulopathies, des atteintes cardiaques. Et là, ce sera le coup d'arrêt. Que va-t-il se passer à ce moment-là? C'est un moment clé. On est en 97. Ces produits sont retirés du marché parce que les Français ont donné un signal depuis plusieurs années, mais qui n'a pas été suivi d'effet parce que les autorités de santé vont être intimidées, parce que les prescripteurs vont être menacés, parce que les victimes vont être écrasées par la puissance du lobby pharmaceutique infiltré, appuyé par notamment des régulateurs, des politiques, etc. Et aux États-Unis, au moment du retrait du médicament, se met en place une des plus grandes class actions qui ait eu, donc action collective des victimes contre l'industriel. Servier a eu l'intelligence de licencier sa molécule à une boîte américaine, Wyeth, donc c'est pas lui qui en supportera les conséquences, qui se solderont à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'indemnisation aux États-Unis. Et là, on a la clé. En France, qu'est-ce qui se passe ? Le drame est de même ampleur, entre guillemets, mais avec probablement un petit peu moins de consommateurs, mais probablement de même ampleur. Une seule victime sera indemnisée à hauteur de 400 000 € après 10 années de procédure épouvantable dans lequel elle aura tout entendu de la part des avocats de Servier et elle qui fera appel, qui ira en cassation. Et ça s'arrêtera là. L'ensemble des autres victimes seront piétinées, culpabilisées, mourront désespérées, et ça s'arrêtera là. Alors, d'un côté, donc, une class action et des dizaines de milliards de dollars d'indemnisation. De l'autre, l'impunité totale. Et quand il y a impunité et qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et donc, c'est la récidive. Et c'est quoi la récidive ? Servier, donc, est bloqué sur l'isoméride. Il fera tout pour remettre l'isoméride sur le marché, mais il n'y arrivera pas. Et il lui reste une molécule qu'il a eu l'intelligence, car il a un aspect génial dans le marketing. Il y avait 3 molécules qui faisaient à peu près la même chose, coupe-20. Donc il s'est dit, le Mediator, coupe-faim j'ai déjà, je vais en faire autre chose, je vais en faire un antidiabétique. Quand on maigrit, tous les diabétiques un peu gros
on leur demande d'abord de faire un régime et de maigrir. Donc le Mediator va devenir un antidiabétique, parce qu'il fait maigrir, tout simplement. Et Servier va très vite faire attention à ce qu'on ne mélange pas, même dans l'esprit des gens, des prescripteurs, les coupes-fins d'un côté et cette espèce d'antidiabétique qui est d'ailleurs curieusement prescrit aux gens en surcharge pondérale. Quand l'isoméride est retirée en 97 du marché, Servier, à partir de ce moment-là, va constamment répéter qu'il n'y a aucun lien entre le Mediator et l'isoméride. Pour vous dire l'impensable, ce que Servier sait dès 97, c'est que quand vous consommez une molécule d'isoméride, prenez la pilule d'isoméride, vous l'avalez. Quand vous prenez la pilule de Mediator, vous l'avalez. C'est pas tout à fait la même chose au départ. À l'arrivée, c'est-à-dire après transformation de l'organisme, ça se transforme en un poison puissant, parfaitement identifié entre 97 et 2000, aux mêmes concentrations, dont on sait qu'il est un danger mortel pour les vaisseaux du poumon et pour les valves du cœur. C'est écrit dans les plus grandes revues scientifiques de façon extrêmement forte entre 97 et 2000, appelant à ne jamais prescrire ces médicaments sous peine d'un désastre. Le désastre, on va le constater lorsque, après de multiples essais infructueux de certains médecins qui ont vu les dégâts du Mediator mais qui ont été menacés, intimidés, il se trouve que j'ai pu faire cette enquête parce que j'avais été témoin de l'affaire de l'isoméride. Il se trouve que je savais également, ayant été témoin, que j'avais affaire à des bandits, et donc que j'ai pris toutes les précautions pour que cette affaire te sorte là le plus solidement possible et pouvoir effectivement là engager un bras de fer avec Servier. Alors voilà, je m'arrête là sur ce résumé, mais en gros, il y a au sein de tout ça, toutes les questions qui se posent. Comment est-ce que cela a été possible alors que, dans le même temps, il y avait une agence du médicament, des régulateurs, des prescripteurs et des évidences scientifiques. Alors, une fois que cette affaire a éclaté, l'IGAS n'a pu que constater comme moi de façon absolument effarée que l'agence du médicament avait été perpétuellement, en réalité, alertée par cette nature très toxique du médicament, par la remontée d'effets indésirables très graves, et qu'aucune décision n'avait été prise. Et c'est là, effectivement, où, à la suite de la révélation de ce scandale, les premières investigations journalistiques, les premiers résultats des perquisitions et du déroulement de l'instruction ont mis en évidence les collusions extraordinaires qui existent entre je dirais, des rouages de l'État, aux fonctionnaires, politiques, régulateurs, qui sont véritablement captés. Et le régulateur s'est fait attraper par l'industriel qu'il était censé réguler et qui a pris en réalité complètement le pouvoir par la menace, par le procès, par l'intimidation, par les recours, par le chantage, par tout ce que vous pouvez imaginer. Et on ne sait pas jusqu'où c'est allé, mais très très loin. Alors, Philippe Even, vous avez été doyen de la faculté de Necker. Vous avez publié récemment un livre un peu scandaleux sur les 4000 médicaments dont 2000 à éviter, en gros. Enfin, je sais pas le titre, mais c'est l'idée. Et vous avez travaillé depuis longtemps, y compris pour le Parlement, sur cette question de la régulation ou des défauts de régulation du marché du médicament en France. Vous connaissez aussi bien la question aux États-Unis et en Europe en général. Alors, est-ce que cette affaire du Mediator, qui est quand même incroyable, est-ce que cette affaire est tout de même très exceptionnelle dans ses caractéristiques, ou bien est-ce qu'elle est révélatrice d'un problème plus général? Elle est particulière. Lorsque le Mediator est commercialisé en 1976, dans un contexte qu'on n'a pas le temps de décrire ici, personne ne peut encore prévoir la gravité des complications, et en particulier des complications valvulaires. À l'époque, on n'en parle pas, en 1976. Donc,
au bénéfice de la bonne foi, il y a seulement un mensonge. Quand Servier dit « ça n'est pas une amphétamine », alors qu'un étudiant de première année, deuxième année, repère immédiatement que c'est une amphétamine, ça ne peut pas être autre chose. Bon. Et puis c'est de longues années de mensonges, puis on arrive à toute l'histoire que tu racontes, mais toi tu t'arrêtes en 2000. Or, entre 2000 et 2009, s'il n'y avait pas eu Irène, pour se battre vraiment comme une lionne, avec quelques autres derrière, mais infiniment plus timides, peut-être que le Mediator serait toujours commercialisé. Moi, je crois qu'il le serait toujours. Or, aujourd'hui, c'est probablement 1300 victimes, plus tous ceux qui sont indemnisés, et moi, je n'arrive pas à comprendre comment un laboratoire qui a menti pendant 30 ans, qui a enfumé toutes les commissions, qui a infiltré tous les sites décisionnels, et qui a gagné plusieurs centaines de millions en vendant en France et à l'étranger, et même en Afrique. Réfléchissez à la performance de vendre des coupes-faits en Afrique. C'est exactement ce dont l'Afrique a besoin. Toute l'Afrique noire, toute l'Amérique du Sud, toute l'Asie. Surtout pas les pays anglo-saxons, c'est-à-dire là où il n'y a pas de pharmacovigilance. Tout ça a été... C'est-à-dire que les morts, c'est pas 1000 ou 2000 morts. Ah oui, si on additionne l'isoméride, le Mediator, c'est des dizaines de milliers de morts, et probablement, je suis encore optimiste. Or, il a fallu encore 9 ans, je crois que c'est en 2009 qu'il est finalement interdit, en novembre, avant que, après être passé 21 fois dans les commissions de nos agences de l'époque, qui d'ailleurs souvent donnaient un avis défavorable, mais qui n'a pas été suivi d'effet, comme souvent malheureusement. Alors, le problème est en effet particulier à cause de cette histoire d'imprévisibilité initiale et d'enfumage extraordinaire et d'infiltration de toutes les structures décisionnelles. Mais maintenant, je voudrais... Dominique Marinaki, si vous souhaitez intervenir à un moment ou à un autre, par exemple, si le mot enfumage vous dérange, c'est... Non, mais il vient du rapport de l'IGAS, hein, je suis prudent, j'ai quand même 2 procès de Jacques Servier sur le dos pour avoir dit que c'était un criminel de droit commun, ce que je répète ici. Et pour... Moi, je le qualifie du plus grand serial killer de l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Alors pourquoi tu n'es pas traîné, toi, en procès comme moi ? Parce que je viens de le dire, donc j'attends la suite. Ah bon ? Mais pourtant, j'en ai sorti d'autres jusqu'ici. Bon, alors, j'ai dit aussi que c'était l'usurier Corbaccio de Volpone, j'ai dit aussi que c'était Nosferatu, bon, enfin... Après tout, c'était Charles Dullin qui jouait Corbaccio, c'est plutôt un compliment. Hein. Bon, bref... Le problème de l'industrie pharmaceutique est tout aussi grave. Et tout ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner. Sur certains points, je puis vous assurer que je suis très en dessous de la vérité. L'histoire de l'industrie pharmaceutique est fascinante. Elle naît en pratique après la dernière guerre mondiale. Jusqu'à 1985-90, elle découvre presque toutes les grandes thérapeutiques dont vous bénéficiez aujourd'hui. Je ne vais pas vous en donner la liste, mais pratiquement tous les grands médicaments, ça a commencé avec les antibiotiques, les antihypertenseurs, les diurétiques, les anticoagulants, etc., etc. Toutes ces découvertes ont été faites pour l'essentiel par l'industrie pharmaceutique. Et qu'est-ce qui se passe à partir de 90 ? Il se passe 2 choses. Une à laquelle elle ne peut rien. On change d'échelle, on passe à la biologie moléculaire. Au lieu de se préoccuper du fonctionnement d'une quinzaine d'organes, il faut travailler sur 100 000 molécules qui s'entrecroisent dans tous les sens. Ça devient d'une complexité très, très grande. Et ça, l'industrie pharmaceutique, qui n'a pas suivi les progrès de la recherche publique, de la recherche universitaire, est paralysée. Elle ne sait pas faire. Et puis, il y a un deuxième événement à la même date. Le capitalisme change complètement de visage. C'est la grande période Reagan-Thatcher. Le capitalisme était un capitalisme entrepreneurial qui cherchait l'innovation, qui cherchait de nouveaux produits, qui investissait pour ça. C'est fini. Aujourd'hui, c'est des grands fonds d'investissement spéculatifs qui cherchent à gagner de l'argent et gagner de l'argent tout de suite, très vite, l'année prochaine. Quand on recrute un PDG d'une société pharmaceutique, il est tenu de faire 20% de bénéfices dans l'année ou sinon il gicle. Or, découvrir un médicament, c'est 10, 12, 15 ans. C'est complètement antinomique avec cette nouvelle façon de travailler du capitalisme. Alors, un objectif très difficile, 100 000 molécules devant soi, l'obligation d'avoir des résultats dès l'année qui suit, impossible de continuer les recherches. Et les centres de recherche commencent par se déqualifier, puis disparaître, puis être fermés. Et aujourd'hui, on en ferme 5 ou 10 par an. Et il n'y en aura bientôt plus.
Mais alors, comment l'industrie pharmaceutique est-elle devenue la plus puissante de toutes les industries mondiales, à égalité avec les banques et les assurances d'une part? Elles ne peuvent pas être en faillite, les États les rendent floues quand elles vont mal. Alors, on ne peut pas perdre le jeu. À égalité aussi, il est vrai, depuis 2 ans ou 3 ans, avec l'informatique, tout le monde sait le succès d'Apple en valeur boursière, etc. Bon, elle est juste à ce niveau-là, devant l'agroalimentaire, et alors à perte de vue, vous trouvez les industries mécaniques, l'automobile, le mining, la grande distribution, enfin tout ça c'est zéro. Pour vous donner une idée, une seule des 10 grandes firmes, une seule, ça représente 3 fois Boeing, 7 fois EADS, autant que la totalité de toutes les entreprises de génie électrique dans le monde. Une seule firme pharmaceutique. Ça veut dire un chiffre d'affaires qui tourne autour de 800 milliards de dollars par an et des bénéfices autour de 80-90 milliards de dollars par an. Cette industrie, comme l'ont souligné, c'est pas moi qui le dis, hein, les rapports à l'Organisation des Nations Unies, le rapport de Collier à la Chambre des communes, les rapports au Sénat américain, tous disent la même chose. Elle est infiltrée absolument partout, à tous les niveaux décisionnels, internationaux d'abord, par exemple à l'OMS, ou nationaux, au niveau des gouvernements, des parlements, des grandes administrations, et naturellement, malheureusement pour nous, et on doit battre notre coulpe, au sein d'une part de la communauté universitaire, qui, souvent naïvement d'ailleurs au départ, n'a pas vu le danger et s'est laissé complètement, je ne peux pas dire acheter, le mot serait trop fort, il ne vaudrait que pour quelques-uns, mais s'est laissé placer dans un état de connivence de fait avec l'industrie. Ça, c'est la méthode. Mais qu'est-ce qu'elle peut vendre pour gagner autant d'argent? C'était pas facile. Alors, la première chose, c'était d'augmenter les prix. À partir de 90, les prix doublent, triplent, quadruplent. Et c'est l'industrie qui impose les prix. Elle les impose aux États-Unis. Elle a le droit. C'est légal. Elle décide du prix. Que voulez-vous que fassent les autres pays, en particulier les Européens? Ils sont obligés de suivre. À quelques 10-15% près, l'Europe accepte les mêmes prix. Ça a été la première action. La deuxième façon, ça a été d'inventer ce qu'on a appelé, le mot passe toujours mal en France, les MeToo. C'est-à-dire qu'on a une grande molécule originale, elle marche bien, le brevet s'éteint au bout de 8 ou 10 ans, elle est génériquée, elle ne rapporte plus rien. Alors l'industriel fabrique la même molécule, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure à propos des dérivés du Mediator, avec un chapeau vert, un chapeau rouge, un méthyle ici, un fluor là, bon, parlons pas de chimie, mais disons que c'est bête comme chou. Donc elle refait la même molécule, avec le même effet, mais un nouveau brevet, et c'est reparti pour 8 ans. Et puis au bout de 8 ans encore, on est à 16 ans, et ben on recommence une 3e fois, voire une 4e fois. Mais ça, c'est ce qui se passe avec une firme. Mais toutes ces firmes, elles sont en rivalité, naturellement. Donc, quand une d'entre elles met sur le marché un très grand médicament, aussitôt, l'autre va fabriquer aussi un MeToo. Et on se retrouve ainsi sur les grands marchés, hypertension artérielle, par exemple. Il y a en France, actuellement, 5 molécules originales pour traiter, excellentes, hein, pour traiter l'hypertension artérielle. Ça aboutit, sur le marché, à 200 molécules commercialisées et remboursées. Toutes absolument identiques, sans aucune différence. Et toutes avec des prix qui croissent avec le temps, parce que comme elles sortent 10 ans ou 15 ans après, l'inflation a joué, donc il est légitime de leur donner un peu plus. Et on se trouve dans la situation exceptionnelle où la copie de la Joconde est plus chère que la Joconde elle-même. C'est absolument stupéfiant comme mécanique. Alors naturellement, les prix sont décidés par un truc qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, qui d'ailleurs pratiquement est obligé de suivre les prix américains que je disais tout à l'heure, qui décide aussi des remboursements, avec 75% des médicaments français sont encore remboursés. Il y en a 40% qui le mériteraient, hein, les autres ne le devraient pas. Donc c'est la dépense en France de 37 milliards d'euros tous les ans, 37 milliards d'euros de médicaments, c'est-à-dire 1,5 à 1,8 fois plus que tous les pays qui nous entourent, qui se portent aussi bien que nous, qui vivent aussi longtemps, qui n'ont pas plus de maladies, qui sont aussi bien traités. On est donc devant une situation scandaleuse d'un gaspillage qu'on peut chiffrer à 15 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,5 fois le déficit de la caisse d'assurance maladie. Voilà la situation financière dans laquelle on se trouve. Il me reste 1 minute, 2 minutes 30 secondes. Ah, oui, ben,
Mais en fait, à ce stade, Philippe Evel, je crois que parce que là, ce que vous avez évoqué, c'est de façon très brillante, c'est la logique industrielle et commerciale de l'industrie pharmaceutique et les raisons de son extraordinaire efficacité. Là, il faut quand même faire le lien avec l'affaire du Mediator, c'est-à-dire à partir de où est le... Alors je demande 20 secondes. Il n'y a pas besoin de plus de 20 secondes. Tout est faux. D'autres, comme John Ioannidis, disent 90%. Moi, je simplifie. Tout est faux dans ce qui est publié sur les médicaments. Et quand c'est vrai, la plupart des médecins ne se donnent pas la peine de lire les articles dans le détail. Ils regardent que les titres et les conclusions, qui sont toujours enchanteurs et n'ont rien à voir avec les résultats réels de ces articles. Je caricature un peu, mais je peux vous dire que c'est vrai de la plupart des très grosses molécules. Premièrement, comme celles sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé récemment, comme les statines, où vraiment il n'y a pas un mot, mais pas un mot de vrai. Il n'y a pas un seul article qui soutienne réellement et scientifiquement ce qui est affirmé et qui conduit pour les statines à 2 milliards d'euros de dépenses annuelles, c'est-à-dire 120 000 SMIC bruts. C'est difficile à croire, mais il faut reconnaître que quand on vous met sous les yeux certains articles scientifiques présentés dans les plus grands journaux sur des médicaments phares, et qu'on commence à gratter un peu, à regarder, ne serait-ce que la logique entre le titre, le chapeau, les conclusions, c'est ahurissant. Alors, est-ce que Dominique Moranaki maintenant... Juste un petit, oui. un petit commentaire. Oui. D'abord, ça sert à quoi les médicaments? Quand même. Philippe Even a dit qu'il y avait d'excellents médicaments. Non, mais pourquoi on veut des médicaments? On veut des médicaments pour améliorer notre santé. Et ça veut dire quoi, améliorer notre santé? Ça veut dire essentiellement résoudre des besoins de santé non résolus jusqu'à présent. C'est une démarche de recherche, puisqu'on recherche à faire le bien. Le médicament, c'est un peu particulier, puisque c'est un bien de santé qui est distribué à tout le monde. Donc moi, ça me plaît, parce que si on fait le bien, on peut le faire à tout le monde. Et le système de régulation très sophistiqué qu'il y a sur le médicament, et vous avez vu qu'il a quelques défauts, il est beaucoup moins sophistiqué pour d'autres produits de santé. Mais si on décide que c'est bien, et ça a aussi des bons côtés. Alors Philippe a eu raison d'insister sur le fait que ça résout des problèmes de santé non résolus peut-être par la recherche. Il y a chaque année dans le monde, puisque ça se passe dans le monde, ça ne se passe pas dans un petit clocher, environ de 10 à 20 nouveaux principes actifs, qui sont des vraies inventions, des vraies découvertes, ça ne fait pas beaucoup, qui cherchent ou qui revendiquent à traiter un besoin de santé existant. D'accord? Pas plus. C'est déjà beaucoup, puisqu'on est content quand même. Bon, au début, on ne sait pas trop comment appréhender le sida, puis on en a un, puis on en a deux, puis on a de la trithérapie, puis on se demande si on en fait à l'endroit ou à l'envers. Donc, les médicaments, ça sert à ça. Le problème, c'est que nous avons accumulé, sans remettre en question, des tonnes de médicaments. Nous avons énormément de médicaments dans le monde pour des raisons d'économie du médicament. C'est aussi un système économique. Et on ne les remet pas en question. Donc ce qui était vrai en 1980 en termes de besoins n'est plus du tout vrai en 1990. Parfois le reste, mais parfois mérite d'être corrigé. Donc le premier point, c'est fait pour nous faire du bien. Deuxièmement, cette démarche dite bienveillante, qui est la démarche normale de tous les médecins, pas crado quand même, ou découvreurs, a laissé de côté, et ça il faut le dire, c'est une révolution, le problème de la sécurité. Donc on a beau vouloir faire du bien, et donc on oublie un peu le mal que ça peut faire au passage. Ça fera beaucoup de mal. Et ça peut faire beaucoup de mal.
Donc, est-ce que notre pays est exposé? Notre pays a tous les bénéfices du médicament. Premier pays en termes d'accès aux médicaments pour les citoyens dans le système de la solidarité nationale. Tous ces médicaments sont sous prescription, donc la grande majorité, donc il y a des docteurs qui les prescrivent et qui assurent. Que vous avez un besoin, ils vous donnent un produit pour combler votre besoin. Mais cette grande quantité de médicaments n'est pas remaniée avec régularité, je ne parle pas d'argent, pour rappeler que, bon, on n'est plus dans les années 80, et maintenant on a quelques évidences qu'il y a mieux à faire pour traiter cette maladie. Donc on ne remet pas en question, alors soit parce qu'on a honte, vous savez, voilà, et ça a été beaucoup bien décrit autour du Mediator, c'est-à-dire les gens s'entêtent, mais non, c'est bien quand même, et ne veulent pas entendre le risque. Le marketing, puisqu'il y a quand même un système économique, lui, il ne parle que du bienfait, d'accord? Et donc, à l'échelle mondiale, mais notamment à l'échelle française, puisque nous avons le plus beau système d'accès aux médicaments. Une boîte de médicaments dans chaque famille, quand même, hein, c'est par semaine et par citoyen. Comme il y en a dans la salle qui n'en prennent pas, vous imaginez qu'il y en a d'autres qui en prennent plein. D'accord? Et la question, c'est est-ce que ces médicaments sont utiles? Et est-ce qu'ils ne sont pas dangereux? Et donc, on est en train de voilà, la révolution qui a été lancée autour de Mediator doit refaire penser complètement la relation bénéfice-risque. Et ce que je voudrais dire, c'est, en anglais, on dit safety first, la sécurité d'abord. Alors, primum non nocere. Mais ça signifie que si on cherche le bénéfice, il faut minimiser le risque. D'accord? Et donc, c'est le juste médicament à la juste personne. Et c'est un système qui est dynamique. Comme le dit Irène, excuse-moi, il faut remettre des couches très régulièrement. Et ça, c'est un changement majeur. Le deuxième changement majeur, on le doit aux gens qui sont ici. Et c'est autour de l'histoire de Mediator, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, jusqu'où ça allait et jusqu'où ça ira, on verra, mais c'est quand même parti. Grâce aux gens ici présents, il y a on a dit il faut arrêter le jeu, il faut qu'on rétablisse la confiance. Ça signifie la transparence. Et la transparence, c'est-à-dire, elle révèle quels sont les processus, quelles sont les personnes qui ont participé au processus, d'accord? Est-ce qu'il y a des liens entre l'industrie, ceux qui décident, ceux qui prescrivent, etc. Et ça, on ne fera plus marche arrière. On ne fera plus marche arrière. Donc, tous ceux qui croyaient que Mediator, bon, ça y est, c'est terminé, on a fait une loi, on tort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met la transparence, on ne s'arrête plus. Ce que je veux dire, et bon, chacun a sa revendication, c'est que la transparence, c'est un bien, que d'accepter de dire qu'il y a des risques, c'est un bien aussi, d'accord? Puisque le but, c'est de maximiser les bénéfices. Et ça ne va plus avec le système mondial de dire le même médicament pour tout le monde, ou comme le dit Philippe, on calcule un marché, c'est-à-dire il y a 100 000 personnes, bon, c'est bon, il faut que 100 000 personnes en prennent. Et bien ça, la médecine, c'est plus possible. Donc notre pays qui avait été le numéro 1 en termes de bénéfices pour la santé de la population et les médicaments, est quand même en crise, et en crise de confiance. Méfiance, c'est-à-dire comment avoir la transparence et comment aussi admettre que ce qui était vrai il y a quelques années ne l'est plus maintenant. Et nous sommes au cœur de cette discussion ou de cette extrême tension. Dernier point juste, Mediator, c'est exemplaire. C'est exemplaire, mais il faut qu'on traite aussi un médicament après l'autre. Mediator, Irène l'a décrit et l'histoire n'est pas finie. C'est un seul médicament qui vaut rien, qui a été détourné de son indication. Mais attention, il y a aussi des médicaments qui sont utiles pour... Et juste pour ma conclusion, c'est le débat et la polémique, il y a des médicaments qui sont donnés à des personnes saines. Citons un exemple historique qui fait encore controverse, c'est les vaccins. Donc, est-ce que c'est encore utile de se vacciner? L'année prochaine, en 2017,
2017, il se peut, il est probable qu'il n'y aura plus de poliomyélite dans le monde. Comme je ne suis pas tout jeune, il y en a qui le sont moins, d'autres qui le sont plus, on a tous connu la poliomyélite pour de vrai. Donc c'est vrai qu'on est dans cette tension, et je mélange, je dirais qu'on est entre le désir et la terreur. Le désir d'améliorer la santé à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, et la terreur qu'il se passe quelque chose qui soit caché. Donc il y a des réponses à ça, c'est la transparence, et c'est la mise à jour des données. Voilà, c'était juste pour lancer un peu la question. Alors, merci. Il faut maintenant que je passe la parole à Étienne Nouguez, qui va prendre une balle au bond, qui est le mot prescription, qui a été employé à plusieurs reprises et qui est tout à fait évidemment central, puisque qui donne les médicaments, qui prescrit le Mediator, mais aussi d'excellents médicaments, eh bien c'est le médecin généraliste, le médecin spécialiste, et il se trouve que Étienne Nouguez, en tant que sociologue, a beaucoup lu de travaux sur la question de la façon dont les médecins prescrivent, et a lui-même personnellement enquêté sur le sujet. Alors, quelques mots avant qu'on passe le débat, qu'on passe la parole à la salle et que le débat se poursuive. Merci beaucoup. Oui, en fait, donc je suis sociologue et j'ai réalisé ma thèse sur les médicaments génériques en France, donc qui sont un autre sujet de controverse que j'aborderai pas ici. Ce qui intéresse les sociologues dans le médicament, justement, et je pense que vous en avez eu un bel aperçu, c'est que le médicament renvoie à une multiplicité d'enjeux, qu'ils soient sanitaires, financiers, industriels, professionnels, et il mobilise une multitude d'acteurs, donc les agences, les ministères, les organismes interministériaux, l'assurance maladie, les industriels, etc. Les médecins et les patients. Et en fait, l'un des enjeux pour les sociologues, c'est de montrer notamment en quoi, et je pense que là vous en avez eu aussi un bel aperçu, tout n'est pas affaire de science et de savoir en médecine, mais il y a beaucoup de croyances, d'intérêts, de rapports de force, de conflits, de négociations. Et je ne vais pas parler ici de la régulation du médicament, qui est l'un des enjeux, enfin l'un des endroits où ça se joue beaucoup. Je vais plutôt vous parler des prescriptions, notamment du rapport des médecins à la prescription, parce que ça fait longtemps que les sociologues travaillent sur cette question qui est elle aussi extrêmement complexe, parce que les médecins sont l'endroit où se retrouvent certes des patients, enfin les cabinets médicaux sont l'endroit où se retrouvent certes des patients, mais aussi des représentants des industriels, des visiteurs médicaux, des recommandations de bonnes pratiques, les ordonnances qui ont été parfois écrites par d'autres médecins et qu'il faut choisir de reproduire ou de changer. Beaucoup de questions. Et moi, je voudrais insister, puisque l'objet du débat, c'est médicaments méfiance, sur ce qui me semble être les trois enjeux des prescriptions de médicaments en France. Le premier problème concerne les prescriptions hors indication, donc, dont on vous a en partie un peu parlé, c'est-à-dire des prescriptions qui conduisent à des usages ou à des buts pour le médicament qui ne sont pas ceux qui sont inscrits dans l'autorisation de mise sur le marché. En moyenne, on estime que ces prescriptions concerneraient en France 15 à 20% de l'ensemble des prescriptions, donc 15 à 20% des prescriptions qui ne porteraient pas sur l'indication expressément prévue pour le médicament. Et dans le cas du Mediator, ça, Irène Frachon le sait mieux que moi, on estime que l'assurance maladie estime que ces prescriptions hors indication pouvaient atteindre entre 35 et 70% de l'ensemble des prescriptions. Donc ça, c'est un premier problème. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que la ligne de défense du laboratoire Bayer pour sa pilule Diane 35 est aussi de dire qu'en fait, il n'était pas prévu dans ces indications que ce soit un contraceptif, mais que c'était un médicament pour traiter l'acné, et que si les médecins l'ont utilisé comme contraceptif, Bayer n'est pas responsable de ce qui s'est produit. Le deuxième gros problème qui se pose en France et qui est beaucoup plus général que l'affaire du Mediator, c'est que la France, pour le dire rapidement, occupe la première place en Europe pour les volumes de prescription d'à peu près tous les médicaments. Ce qui fait que, et ça Philippe Evin le dit dans son livre notamment, l'enjeu en France n'est pas tant le problème du prix des médicaments que des volumes
qui font que même si les médicaments sont pas forcément beaucoup plus chers qu'ailleurs, ils sont beaucoup plus prescrits. Et ça, c'est un problème financier pour l'assurance maladie, mais c'est surtout un problème de santé publique, puisque donc les chiffres qui étaient communiqués par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, c'était 100 000 accidents iatrogènes par an, donc accidents liés à la prise de médicaments, et 20 000 morts par an liés à la prise de médicaments. Donc ça, c'est un très gros enjeu qui porte pas spécifiquement sur le Mediator, mais qui porte sur le fait que sur une ordonnance, dès qu'il y a plus de 3 médicaments prescrits, on ne sait plus très bien ce qui se passe en termes d'interaction entre les médicaments, sans parler des effets purs de ces médicaments. Et le troisième problème que j'évoquerai pas beaucoup ici, c'est celui des transferts de prescription des anciens médicaments vers les nouveaux médicaments, dont Philippe Évin vous a rappelé qu'ils ne sont pas forcément toujours mieux que les anciens et que parfois c'est un peu la même chose. Ces nouveaux médicaments ayant 2 inconvénients, ils sont souvent pas forcément plus chers, mais disons plus chers que les génériques des anciens médicaments, ça c'est sûr, et surtout leurs effets secondaires sont souvent, ou leurs effets problématiques, indésirables, sont souvent moins bien connus puisqu'ils ont été mis sur le marché après les anciens médicaments. Et donc cette espèce de transfert vers les nouveaux médicaments, s'il peut se justifier quand les médicaments ont un véritable apport thérapeutique, sont beaucoup moins intéressants quand en fait on a face à des médicaments qui sont parfaitement équivalents et qui n'apportent rien de mieux et parfois qui ont des effets plus graves, comme c'était le cas par exemple de la sérivastatine. Alors, je crois que je suis trop long. Je vais passer rapidement aux facteurs qui influencent les prescriptions des médecins et qui montrent bien que les médecins ne sont pas forcément uniquement mus par disons, une connaissance parfaite des médicaments et par une parfaite connaissance non plus des patients et de l'adéquation entre le médicament et le patient. Je pense que ça, vous en avez tous une expérience, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour voir de quoi je parle. Le premier point concerne les représentations des médicaments qui sont développés par les médecins français. Et bon, c'est dit très vite, mais un grand nombre de médecins tendent à s'inscrire dans ce que Boris Auré, qui est un autre sociologue avec lequel j'ai travaillé, appelle une pensée de l'homme malade, par opposition à ce qu'il appelle la pensée de l'homme sain. Donc pour le dire très rapidement, ces médecins tendent à considérer que la prescription est préférable à l'absence de prescription, et ils tendent à survaloriser les bénéfices des médicaments sur les risques que peuvent avoir ces médicaments, tant au niveau de la prescription que dans la consultation quand ils entendent les plaintes des malades. Donc si un malade dit « excusez-moi, mais j'ai l'impression que ce médicament me fait tel et tel effet », certains réflexes que peuvent avoir les médecins, ça peut être de dire que c'est la rançon du bénéfice, que c'est normal d'avoir des effets secondaires quand on prend un médicament, qu'un médicament est dangereux, et vont souvent minimiser l'importance de ces effets secondaires quand ils ne vont pas les oublier. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les enquêtes de pharmacovigilance ne sont pas toujours très sûres, parce que tous les effets indésirables ne sont pas déclarés. Le second point, que je ne vais pas développer non plus, concerne l'information et la formation des médecins. Non seulement la plupart des médecins reçoivent une formation initiale très limitée en pharmacologie, mais aussi en analyse statistique, ce qui fait que bien souvent, face aux études que leur présentent les visiteurs médicaux, ils n'ont pas forcément les armes critiques pour déceler l'arnaque qui se cache dans les 35% d'amélioration qui concernent 3% des patients dans 2% des cas. Et donc vont avoir tendance à se dire que c'est un médicament qui marche quand même 35% des cas, alors qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est souvent bien moins important que ça. Et un autre aspect qui a été très bien montré par les sociologues, c'est l'influence que peut avoir la visite médicale, bon ça aussi c'est quelque chose de très connu, la visite médicale sur les prescriptions, qui est aussi liée au fait que beaucoup de médecins sont coupés des réseaux d'information, que ce soit les réseaux de pairs ou les réseaux, on va dire les recommandations de bonnes pratiques, etc. Souvent parce qu'ils n'ont pas le temps d'entrer dans l'analyse des articles, dans les études, etc. Et que ils font face à des visiteurs médicaux qui adoptent d'entrée une posture de déférence, qui reconnaissent leur autorité, qui sont là simplement pour les conseiller, et qui les conseillent sur des dimensions pratiques, c'est-à-dire comment faire face à un patient qui se plaint de tel et tel problème, là où à la fois les recommandations de bonne pratique, mais surtout les délégués de l'assurance maladie qui sont apparus
il y a peu de temps, ont plutôt tendance à culpabiliser les médecins en leur disant qu'ils ne prescrivent pas bien, qu'ils ont des attitudes soit dangereuses, soit coûteuses financièrement, et donc leur font la morale, ce que beaucoup de médecins vivent extrêmement mal, d'autant plus qu'il faut vous rappeler, les personnes qui font ça sont souvent à un niveau de diplôme et d'études bien moins élevé, ce qui suscite des crispations chez les médecins qui expliquent à ces visiteurs de l'assurance maladie que ce n'est pas à eux de leur apprendre le métier. Le troisième enjeu, ça concerne les relations entre pairs, c'est-à-dire entre médecins collègues, qui posent à la fois la question de la coordination et de la hiérarchie. Pour le dire simplement, beaucoup de médecins se coordonnent à travers l'ordonnance, c'est-à-dire qu'ils regardent ce que les autres médecins ont prescrit sur l'ordonnance du patient et ils jugent si ces prescriptions leur semblent adaptées ou pas. Et le gros problème que pose cette absence de coordination formelle des médecins, c'est que souvent, chaque spécialiste va s'occuper de sa maladie spécialisée, va donc prescrire le médicament qui est adapté à la spécialité, puis l'autre spécialiste va mettre son propre médicament, et le généraliste va arriver avec 4 ou 5 médicaments qui ont été prescrits par le spécialiste, donc où il est très difficile de toucher sans provoquer la colère du patient, et du spécialiste, si celui-ci vient à l'apprendre, sachant que pour un généraliste, affirmer son autorité sur le grand ponte de l'hôpital ou sur le spécialiste qui travaille sur cette question depuis tant d'années, etc., c'est compliqué politiquement et puis même personnellement à faire. Et donc le médecin généraliste va souvent recopier ces différentes ordonnances, même s'il n'est pas forcément d'accord avec leur but, et parfois rajouter encore des médicaments qui vont viser à prévenir les effets secondaires des médicaments qui ont été préalablement prescrits par les spécialistes. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes âgées qui ont une quinzaine de médicaments, voire plus. 15, c'est pas un chiffre extraordinaire. Moi, dans mes enquêtes, j'en ai vu beaucoup plus. Et j'ai une coutume de dire, c'est un peu comme les impôts, c'est-à-dire que les impôts en France, on n'enlève jamais des impôts, on en rajoute un. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de remise à plat, on rajoute des couches de médicaments les unes sur les autres, en espérant que ça n'explose pas. Mais pourquoi, si je peux me permettre une question, pourquoi est-ce que c'est propre à la France, ou pourquoi est-ce que c'est plus vrai en France qu'ailleurs? Alors, il y a plusieurs questions, j'y venais, c'était le dernier point, c'est aussi lié à la pratique médicale, à l'exercice de la pratique médicale, pratique libérale, hein, je le répète, à part à l'hôpital où c'est des médecins salariés. La pratique libérale fait en sorte que, déjà, d'une part, les médecins sont très peu contrôlés sur leurs prescriptions par l'assurance maladie, mais aussi même par l'ordre des médecins, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de frein à la prescription médicale. Et c'est là où j'y viens au point suivant, qui est aussi que prescrire, c'est une façon pour le médecin de contrôler la consultation et de la contrôler de plusieurs façons. C'est d'une part une façon de couper court au flot de plaintes des patients dont une grande partie est jugée par ces médecins ne pas relever du domaine médical. Donc, par exemple, les problèmes sociaux, les problèmes, etc. Et donc, c'est beaucoup plus facile à quelqu'un qui se plaint d'avoir des difficultés au travail, etc., de prescrire un antidépresseur ou un anxiolytique que d'entrer dans la longue liste des causes et des facteurs qui ont pu... Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est aussi souvent très compliqué d'entrer dans une relation avec le patient. Par exemple, le Mediator, je pense très clairement, plutôt que de prescrire un régime alimentaire, de demander à la personne de changer son mode de vie, son mode d'alimentation, de faire du sport, etc., le Mediator permet très rapidement d'avoir des effets très visibles sur le poids et beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup moins conflictuelle pour le médecin quand il est face à un patient. Donc c'est aussi ces raisons-là qui font, à mon avis, la spécificité française. Si on compare par exemple aux Pays-Bas, où plus d'une consultation sur 2 se termine sans prescription, alors qu'en France, c'est moins d'une prescription. Et un patient aux Pays-Bas peut venir revoir le médecin qui ne lui a prescrit aucun médicament, parce que ça, c'est l'un des problèmes. Si on sort d'un cabinet médical sans ordonnance, voilà, c'est ça. On considère... C'est aussi ça, c'est-à-dire que un médecin qui ne prescrit pas en France est un mauvais médecin ou un médecin. Alors c'est une preuve de courage de ne pas prescrire, mais cela dit, il y a toujours une petite boîte de Doliprane ou un petit quelque chose qu'on peut donner pour donner l'impression qu'on
qu'on a fait quelque chose et qu'on a agi. Certains se tournent vers l'homéopathie, certains médecins, pour, d'une certaine façon, apporter un début de réponse à cette non-prescription. Bien sûr, ou sans dire que l'homéopathie est placebo, vers toutes sortes de médicaments. L'homéopathie est placebo aussi. Et les vénotoniques aussi ont été beaucoup regrettés par les médecins, parce que, enfin, le déremboursement des vénotoniques, parce que c'était une façon aussi d'agir à minima. Ça a constitué une fortune pour Servier. C'est comme ça qu'il est arrivé dans les 10 premières fortunes de France, c'est avec les vénotoniques. Alors, sur le plan sociologique, juste pour remettre... Il y a aussi des questions de pouvoir dans la relation médecin-malade. Et le pouvoir, c'est dur de le partager à plusieurs. Et il y a la relation médecin-malade qui était sur un mode strictement paternaliste. D'accord ? C'est-à-dire, je viens vous voir, taisez-vous, je sais ce qu'il faut vous donner. Elle est redevenue consumériste, c'est-à-dire, vous me donnez ça parce que ma voisine en prend, ou j'ai envie que vous me donniez ça. Donc résister à cette pression est quand même compliqué. Et puis il y a le problème de la relation partagée où, ok, ben on va parler du problème et essayer de trouver une décision. Et il y a un mot, juste pour qui l'illustre, qui s'appelle l'ordonnance. C'est-à-dire j'ordonne. Donc un médecin, c'est quelqu'un qui ordonne. Et il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'assumer ça. Et vous l'avez très bien souligné, il y a le problème des multimédecins et des spécialistes. Et le médecin, normal, quoi, je dirais généraliste, il a peur d'ordonner sa propre décision, parce que d'abord, il va falloir la négocier avec la personne. Mais ça, c'est la vie moderne. D'accord ? Il va avoir peur de contester, ou de raconter, oui, d'accord, le spécialiste vous a dit ça, c'est vrai, mais on va atteindre le même objectif de façon différente. Mais prescription, retenez quand même ordonnance sur les problèmes de pouvoir, ça signifie j'ordonne. Et ça explique aussi les problèmes de relation médecin-pharmacien. Mais là, vous décrivez la situation aujourd'hui. On est dans l'actuel. On parle de gens qui ont 50 à 80 ans. Les médecins, 50 ou 52 ans de moyenne. Les malades, 75 ans. C'est en amont que tout se joue. C'est à l'école qu'il faut apprendre les principes de la santé, de l'alimentation, du sport, le faire comprendre le plus tôt possible aux enfants. Et on peut le faire de façon très amusante et efficace. C'est ensuite, dans les facultés de médecine, de changer complètement l'orientation. Pendant 6 ans, ils apprennent des sciences fondamentales qui sont vite périmées et qu'ils oublient d'ailleurs. Ils apprennent les moyens diagnostiques. N'importe quel idiot, aujourd'hui, fait un diagnostic. Alors, le plus malin, en 2 minutes. Le plus maladroit, il mettra 1 semaine parce qu'il y a beaucoup d'examens qui vont venir corriger ses idées initiales. Le diagnostic, c'est pas un problème. Le problème, c'est le choix du médicament, de la dose, de la durée, des médicaments qu'on peut associer, et c'est prendre conscience du danger des médicaments. J'ai entendu quelques gynécologues parfumés et pommadés du 16e arrondissement expliquer à la télévision que c'était des accidents très rares, 1 fois sur 10 000. 1 fois sur 10 000, il y a 8 millions de femmes qui en prennent, ça fait combien d'accidents mortels ? Les accidents graves sont en effet des accidents rares, mais il y a tellement de gens qui prennent de médicaments qu'à la fin de l'année, ça fait 100 morts, 200 morts, 300 morts, 1300 morts pour le Mediator qui était de poudre de perlimpinpin. Tout est à changer dans la prise de conscience de ce qu'est un médicament dès les études médicales. Alors après, il y a encore la formation continue. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Il n'y en a pas. C'est l'industrie pharmaceutique qui l'a décidé. C'est l'industrie surtout qui se saisit très rapidement de la formation et de la déformation professionnelle dès les premières années à la faculté. Alors, est-ce que peut-être passer la parole à la salle, enfin s'il y a des questions, sinon nous allons continuer de viser tranquillement entre nous. Mais ce serait peut-être bien que les projecteurs font que je ne vois quasiment pas la salle. C'est peut-être mes yeux qui sont en train de... Peut-être qu'il faut un médicament anti-projecteur, mais voilà. Bonsoir. Je me suis Bonsoir. demandé s'il y avait quelqu'un, moi. Donc moi je suis bibliothécaire au Centre Pompidou. J'avais en fait une question déjà sur les prescriptions. Qui n'a pas vu lors d'une consultation son médecin plonger dans le Vidal? Alors le Vidal, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Par qui c'est fait? Donc là je me pose beaucoup de questions. Et deuxième question, au niveau européen, est-ce qu'il y a des instances qui travaillent là-dessus? Et notamment, je connais la base de données, enfin je crois que c'est EDRA Vigilance,
Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Donc ce sont deux questions sur la fiabilité à la fois du Vidal et de EudraVigilance. Alors, qui veut... Je me lance sur le Vidal, c'est un bouquin dans lequel il y a des AMM, il y a le texte complet de l'AMM. Premièrement, le médecin qui le regarde, ça signifie déjà qu'il se pose la question, et la question c'est bon signe s'il vérifie quand même les interactions, les contre-indications, pour dire non, ben, finalement on va pas prendre celui-là. Donc le réflexe rare, puisque la modernité, c'est quand même plutôt les logiciels de prescription automatique, que de se poser la question avant chaque prescription est plutôt une bonne démarche. Mais le Vidal n'est pas la Bible, et il n'est pas exhaustif. Il faut le savoir. Hein. Le Vidal est publié par l'industrie pharmaceutique, voilà. Rédigé par l'industrie pharmaceutique. Une commission du ministère le Vidal n'a pas le droit de changer un iota par rapport à les mêmes. Cependant, il n'y a pas tous les médicaments dedans. Non, parce qu'il faut, que l'industrie pharmaceutique paye pour avoir sa notice, et à tel point que les médicaments génériques ne sont pas... C'était l'industrie qui écrivait ces textes, mais ça a été petit à petit contrôlé. C'est-à-dire que sur le plan de la démarche du médecin, c'est bien qu'il s'interroge avant de prescrire, et là, il ne lit dans ce document ou dans d'autres que formellement les textes d'AMM. Par contre, il n'y a pas tous les médicaments, il se pose la question. Ensuite, poser la question de EudraVigilance, ou base nationale de vigilance, et là on va parler de ce que ça veut dire les vigilances. Et donc je vais peut-être laisser mes collègues répondre. Je voudrais dire un mot sur Vidal quand même, parce que c'est le texte de l'AMM, le jour où elle est obtenue, sur le dossier qui a permis d'obtenir l'autorisation d'un médicament particulier. Après, il va sortir 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 médicaments de différentes firmes ayant le même objectif. Jamais il n'y aura de comparaison entre les uns et les autres. C'est tous des histoires individuelles, sans que dans le Vidal, on puisse savoir lequel, probablement, est le moins dangereux, probablement le plus efficace, etc. Il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas de stratégie, c'est illisible. En plus, je me suis amusé, pardonnez-moi, j'ai drôle de jeu, mais à comparer des listes d'effets secondaires de médicaments très différents. Elles sont absolument identiques. Personne ne peut reconnaître de quel type de médicament il s'agit. Le Vidal est à jeter à la poubelle. Il est urgent qu'il y ait de la part... Non, il faut qu'il y ait un effort qui vienne de gens connaissant très bien la thérapeutique, il y en a plein dans tous les pays, en France en particulier, de rédiger de façon indépendante, ce qu'on a essayé de faire avec Debray dans un premier essai, dans un guide, essayer de hiérarchiser l'utilité et les dangers des médicaments. Alors on ne sera jamais tous d'accord entre nous, chacun a son expérience, chaque malade est particulier, mais au moins cet effort-là doit être mené. Il existe en Angleterre, il existe en Allemagne, mais c'est encore... Je ne sais pas si tu les as regardés, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. C'est encore très, très embryonnaire. Ça a 150 pages. Le livre qu'on a fait, nous, il y en a déjà 900. Bon. Et le Vidal, il y en a 4600. Bon. Il y a vraiment un effort. Il y a une tentative de l'assurance maladie de développer un guide des équivalents thérapeutiques il y a une quinzaine d'années, et qui s'est heurté à la résistance de l'industrie pharmaceutique, et qui a été obligé de retirer son guide, qui était jugé porteur de concurrence déloyale entre les entreprises. Donc c'est très très compliqué de mener une comparaison, enfin, à moins de faire des livres comme celui de Philippe Evin, grand public. Mais disons, si un acteur public est porteur de ce type de comparaison, il risque de se faire très vite, de crouler sous les procès et les remises en cause. Il faudrait que l'État donne une grosse subvention à des gens comme la revue Prescrire, par exemple, pour qu'ils fassent un travail collectif. Non, mais bon, c'est... Non, un tout petit point sur le... Il y a eu une loi qui impose qu'il y ait une base de données publique sur le médicament. Base de données publique, c'est ce qui existe en Angleterre, ce qui existe aux USA, ça signifie qu'il y a tout, y compris les aberrations. D'accord ? Donc moi, je revendique que cette base de données publique, elle est importante en termes de transparence, puisqu'on voit le prix, les avis de l'HAS, tout ce qui est des données publiques qu'il faut rassembler au même endroit. Et évidemment, c'est un énorme vrac, mais c'est ce qui existe en Angleterre et aux États-Unis. Ça ne répond pas, évidemment,
à la demande de Philippe, parce qu'on a besoin d'autres choses, mais ça, c'est pas les mêmes. C'est de dire qu'est-ce qu'il faut prescrire à la bonne personne. Et ça, c'est l'art de la thérapeutique, qui n'est pas le registre de tous les médicaments qui existent, avec tous leurs effets secondaires et leurs coûts. Dans ce vrac, mais c'est déjà pas mal si c'est rendu public et transparent, parce qu'on voit tout de suite un petit point d'orientation. L'assurance maladie est toujours suspecte de faire des économies, et il faut se méfier, tout assureur peut être accusé de ça, donc il faut qu'il y ait de l'exhaustivité. Et ensuite, et ça Philippe le milite depuis longtemps, il faut qu'il y ait quelqu'un, de façon libre, et peut-être que le débat est aussi au niveau de là, qui disent ben, ça existe, mais on n'est quand même pas obligé de s'en servir, et je recommande de ne pas traiter cette maladie de cette façon. Et donc ça, c'est l'art de la thérapeutique que tu défends, c'est ça? Oui, c'est l'art de la thérapeutique qui actuellement est réduit à 25 heures d'enseignement en 6 années de médecine, 4 heures par an. Qu'est-ce que vous voulez qui reste dans la tête de ces jeunes médecins? Il y a quand même des stages. Tu rigoles? Jamais on ne parle de médicaments dans un stage, et on ne voit en stage que ce soit des chambres vides, parce que quand l'externe arrive le matin, le malade est parti ailleurs, dans un labo, se faire une expérience, il n'est pas là, il revient pour déjeuner, mais c'est le moment où l'externe s'en va, donc il ne l'a jamais vu. Et en outre, on ne voit que des malades graves, donc il s'agit des thérapeutiques, des maladies aiguës et graves. Ce n'est pas du tout le problème de la médecine de ville. Jamais ils n'entendent parler. En 6 ans d'études, pas un étudiant n'a entendu le mot industrie pharmaceutique. Bien vous mettre ça dans la tête, on n'en parle pas, et c'est pas par hasard. J'aimerais juste plaider pour ma paroisse 2 minutes. Un autre problème qu'ont les médecins, c'est qu'ils n'ont aucune formation sur ce que c'est qu'un patient, sur le fait qu'un patient qui est travailleur dans le bâtiment va pas avoir les mêmes besoins et les mêmes façons de formuler ses attentes qu'un cadre supérieur quelconque, et sa femme, enfin bon, etc. Que, en fonction des âges, on n'a pas non plus, et des générations, on n'a pas non plus les mêmes rapports aux médicaments, etc. Et en fait, il y a aussi dans la thérapeutique apprendre qui sont les patients, parce que c'est un service qu'on leur rend, quels sont leurs modes de fonctionnement, quelles sont leurs attentes. Et la sociologie est aujourd'hui enseignée en première année de médecine, c'est-à-dire un moment où les étudiants bachotent pour espérer intégrer la 2e année de médecine, et où on leur présente les grands pères fondateurs de la sociologie qui n'ont pas du tout parlé de médecine, alors qu'il y a énormément de travaux sur les représentations des médicaments, sur les relations médecin-malade, les relations médecin-industriel, qui à mon avis seraient très utiles beaucoup plus tard dans le cursus de médecine, au moment où les jeunes apprentis médecins sont confrontés aux réalités sociales, comme les enseignants qui sont là pour enseigner et qui se rendent compte très, très rapidement que dans un collège, on ne fait pas qu'enseigner, mais qu'on apprend aussi à gérer les problèmes sociaux, que les enfants ne sont pas juste des élèves, mais aussi des porteurs de tout un tas de choses. Et le problème de beaucoup de médecins, c'est que eux, ils sont là, enfin, ils aimeraient être là juste pour traiter des maladies, et qu'ils font face à énormément d'autres choses que des simples maladies, et que du coup, le médicament, c'est une façon d'essayer de résoudre tous les problèmes sans les aborder. Donc voilà, donc c'est pour plaider pour ma paroisse. D'autres, une intervention, des demandes d'intervention dans la salle. Par intervention, d'ailleurs, c'est pas un bon mot, mais c'est vraiment des questions qui nous intéressent, des questions avec un point d'interrogation. Oui, enfin, je m'interroge, c'est pas vraiment les médicaments, mais par exemple les traitements contre le cancer, bon, même si c'est pas vraiment le sujet, comme les curithérapies, les scintigraphies. Parce que par exemple, on m'avait dit, j'avais fait une curithérapie, après mon médecin généraliste me dit, finalement, c'était peut-être pas nécessaire. Je me demande, toutes ces technologies, c'est vraiment utile. Parce que d'un autre côté, est-ce que c'est pas dangereux? Puis d'un autre côté, c'est aussi une atteinte à l'environnement, puisque après, avec tout ça, ça fait beaucoup de déchets radioactifs. Enfin, donc c'est par rapport à ça que je me posais des questions. Oui, puis alors ensuite, quand il y a des déchets, ça crée d'autres malades du cancer, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Bon, la question que vous posez, elle nous concerne tous, et Philippe l'a soulevé tout à l'heure. C'est ce qu'on a envie, c'est de faire le juste traitement à la juste personne, et de prendre la bonne décision. Et pour ce faire, on s'entoure de plus en plus de tout un faisceau d'arguments, de diagnostics, et en cancérologie comme ailleurs, où on fait des tas de tests pour essayer de cerner la maladie et logiquement faire le bien, c'est-à-dire donner une thérapeutique adaptée
au cancer de la personne, mais aussi à l'hypertension de la personne ou autre. Et donc ce n'est pas bien standardisé, premier point. D'accord ? Ça peut être des accumulations d'examens pour prendre une décision qui est finalement une décision, qu'est-ce qu'on fait comme traitement à cette personne ? Et au fil du temps, il s'est accumulé beaucoup d'examens. Donc il faut dire, il y a des standards qui sont le strict minimum. Et s'entourer sous tout un luxe d'examens dits complémentaires n'est pas forcément la meilleure chose s'ils ne sont pas pertinents. Et c'est un peu comme le médicament, il faut le remettre sur le tapis. Donc le médecin n'est pas obligé de faire 1, 2, 3 scintigraphies. Il peut aussi réfléchir et ça le remettre en question. Donc ce qu'on veut, c'est une médecine humaine, individuelle et sobre. C'est-à-dire à la mesure de la personne. Et c'est pas en accumulant toutes les techniques diagnostiques ou thérapeutiques qu'on va mieux résoudre le problème. C'est le juste examen diagnostique à la juste personne. Et juste pour finir sur le cancer, on est en train de découvrir un nouveau machin qu'on va découvrir ailleurs, et on verra bien ce que ça donne. C'est qu'on s'aperçoit, et ça c'est terrible, qu'il y a des traitements qui ne marchent jamais dans certains cancers. On en a la preuve moléculaire. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à la personne qui a cette anomalie moléculaire, on peut opposer un traitement dit à la carte. Et ça, c'est l'exemple de ce qu'on est en train de vivre. C'est un bouleversement, puisqu'on avait l'habitude de donner le même traitement à tout le monde, en s'entourant de tout un luxe d'examen. Donc des bons médecins comme Irène, de toute façon, ils n'étaient jamais tombés dans ce... Il faut se réinterroger. Voilà, donc pas d'examen standardisé. Et un de mes maîtres, Amiel, disait je préfère violer un protocole pour en sortir un malade que violer un malade pour le rentrer dans un protocole. Donc ça reste quand même une médecine. Ok, il y a des standards, mais il faut quand même... On n'est pas là pour violer les malades, on est là pour les soigner correctement. Et c'est se réinterroger. Oui, bonsoir. Je suis Jean-Claude Jaillette, je suis journaliste à Marianne. C'est une question peut-être qui s'adresse plus directement à Dominique Marininki et qui concerne la remontée des informations sur les risques. Voilà. Donc on commence à connaître bien ce qui s'est passé avec le Mediator. On a vu que les informations avaient mis énormément de temps à remonter, à la fois parce que ça remonte pas, parce que la pharmacovigilance marche mal, mais aussi compte tenu des pressions et de l'action directe qu'a pu avoir le laboratoire Servier pour empêcher que l'information remonte. Et voilà maintenant qu'on a une nouvelle affaire avec la pilule de 3e génération, le Diane 35, et on s'aperçoit que globalement, même si c'est pas tout à fait la même chose, même si toute chose étant ou si les choses sont pas tout à fait équivalentes, on est confronté au même problème. Voilà, ça fait des années que les incidents existent, que les accidents même, et voire les morts existent, et on s'aperçoit que tout ça n'a pas eu d'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelles sont vos idées pour qu'on en finisse avec cette prise de risque, que l'information remonte, que la pharmacovigilance fonctionne, et qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en œuvre pour que ça s'améliore? Notre système français, dans la compréhension des Français, est strictement incompréhensible. Je vais vous citer un exemple qui n'est pas le médicament, c'est les prothèses PIP. D'accord? On a entendu parler de ce truc. 15 signalements, décision de police sanitaire. Bon, c'est plus commercialisé, très bien. 1 an après, il y a des victimes qui se déclarent. Combien de déclarations après les victimes de rupture? 8000 déclarations qui étaient toutes survenues avant la décision de police sanitaire. Donc ce système n'est pas clair et n'est pas compréhensible pour un citoyen moyen comme moi. Donc il faut qu'on le remette en question. Il est difficile de comprendre, d'accord? Moi j'ai mes responsabilités, mais après il faudra que nous décidions collectivement, qu'il y ait une jeune femme qui meurt d'embolie pulmonaire, ce qui est quand même un événement assez terrible,
et qu'on ne l'apprenne que 8 ans après. Et qu'il faille la parole d'un avocat pour s'exprimer. Donc c'est clair, le système de déclaration des événements secondaires national, qui est ancien, doit être remis en question pour sa compréhension. Et Irène, c'était... bon, voilà, ici c'est clair, puisqu'il n'est pas compréhensible. Et les prises de décision. Et donc c'est au moment où on commence à déclarer des morts, de s'apercevoir qu'il y en a plus, ou des événements secondaires. Donc il faut être transparent. Ensuite, c'est qui déclare et à qui, quand même. Donc là, il faut que les déclarations soient faites pour qu'elles soient suivies des faits. Et quand elles sont faites, il faut qu'elles soient rendues publiques et de façon transparente et au fil de l'eau. À ce stade-là, c'est tout ce que je peux dire. Mais je vais laisser Irène commenter. Juste parce que là, on a une crise de déclaration. De déclaration. Comment faire, effectivement, pour que... moi, je crois que je te disais... j'interromps un traitement pour effet indésirable à peu près tous les 15 jours. C'est-à-dire que dans ma consultation en pneumologie, je vois des effets sur le poumon qui correspondent à des effets indésirables, pas tous mortels ni très graves, mais oui, voilà, et qui m'obligent à interrompre le traitement, et je ne déclare pas ces effets indésirables. Parce que ça va être tout un bazar. Oui. Je voudrais donner un exemple, parce que c'est vraiment l'avenir. En 2000, un groupe de 1684 médecins écossais autour d'Aberdeen décide de suivre pendant des années les malades qu'ils ont mis à la pilule. Ils ont suivi, je crois, mes chiffres ne sont pas absolument sûrs, 1 200 000 femmes pendant en moyenne 5 à 6 ou 8 ans. Et ce sont ces médecins généralistes qui ont cherché, noté, classifié, travailler ensemble et réaliser une vraie pharmacovigilance active. Et aujourd'hui, les connaissances qu'on a sur les risques de la pilule, ils viennent très largement de ce premier essai qui était ensuite confirmé par des essais classiques. C'est ça qu'il faut qu'on obtienne, que les jeunes médecins qui s'installent savent que c'est leur mission de suivre, de se rencontrer entre eux, tous les mois, tous les 3 mois, de se raconter ce qu'ils ont vu, de mettre sur pied des programmes de travail. Parce que les effets secondaires, il y a ceux qui sont faciles, vous prenez des anticoagulants, vous saignez, tout le monde s'y attend, c'est pas un problème. Mais les effets, non, c'est un problème médical, mais c'est pas un problème pour les reconnaître. Tandis que certains effets secondaires sont tellement atypiques ou tellement rares qu'ils sont très difficiles à être considérés comme liés aux médicaments. Ils sont surprenants. Les phlébites et les embolies pulmonaires, même si après on a trouvé les explications biologiques, c'était pas prévisible dès le premier jour. Les effets secondaires les plus intéressants à découvrir, à étudier pour apporter quelque chose aux malades, c'est ceux qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et surtout ceux qui relèvent de l'association de 2, 3, 4, 5, 8, 28 molécules en même temps. Voilà. Tant que les médecins ne feront pas ça sur le terrain, on n'y arrivera pas, ni nous, ni les autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir que les pouvoirs publics imposent et aident financièrement? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord... est-ce qu'il ne faut pas imposer un patient qui décède, une jeune femme qui décède d'embolie pulmonaire, est-ce que la déclaration ne doit pas être obligatoire, enfin, au même titre que un certain nombre, une tuberculose, une infection nosocomiale. Enfin, il y a aussi, est-ce qu'il est admissible que des effets indésirables aussi graves, potentiellement mortels, qui surviennent à l'hôpital, qui est un endroit où on peut mettre en place une surveillance, je parle là que de l'hôpital. C'est obligatoire, mais ça n'est pas dans l'hôpital. Oui, mais bon. Toute mesure qui existe depuis très longtemps, qui est réputée obligatoire et qui n'est pas appliquée, est une mesure spécialement dangereuse. Donc on doit revoir sur le plan législatif, parce qu'il faut quand même un terme, c'est un acte de loi. C'est bien gentil de dire tout médecin doit déclarer. Bon, ça suffit pas, manifestement. Donc il faut passer à un stade supérieur. Il y a plusieurs options, dont celle que propose Irène, et bon, sans flagornerie, j'ai plutôt tendance à la suivre. Il est rare que tous les médecins, quand ils ont une embolie pulmonaire, ils la soignent. C'est leur premier objectif. Après la déclarer, si c'est bureaucratiquement trop difficile, donc il faut que l'hôpital, dans lequel il y a une embolie pulmonaire, tout de même,
se donne les moyens de la signaler. La signaler où? Dans sa région et au niveau national. Parce que ça s'appelle le système d'alerte. Ça dépasse la pharmacovigilance. Il n'est pas normal que les pouvoirs publics ne disposent que de faisceaux d'arguments pour prendre des décisions. La société ne peut plus le comprendre. Voilà, après il y a des sophistications, et Philippe en a donné une, et ça répond à la question de madame sur Eudravigilance. Il faut aussi qu'il y ait des médecins curieux qui repèrent des événements inattendus, parce que là, et qui les déclarent à l'échelle européenne, voire mondiale, et française. Bon, et ça peut mieux fonctionner, et il faut qu'on facilite leur travail, parce que ça c'est compliqué sur le plan bureaucratique. Alors, c'est leur mission. Ouais, j'ai deux autres remarques à faire. La première, c'est que le premier médecin qui a déclaré une valvulopathie au Mediator en France en 1999 est actuellement mis en examen. Pour ça. Il est mis en examen, il a été attaqué par Servier en diffamation, Georges Chiche, parce qu'il il a parlé, de manière tout à fait simple, des intimidations qu'il avait reçues pour retirer sa déclaration des faits indésirables. Et il est actuellement mis en examen pour plainte pour diffamation du laboratoire Servier. Donc ça donne pas envie. D'autant plus que si en plus vous déclarez, vous faites une déclaration des faits indésirables d'un médicament que vous avez prescrit, vous êtes peut-être un peu gouré dans votre prescription, vous n'avez pas respecté une contre-indication, vous n'avez pas vu une interaction médicamenteuse, vous n'avez pas ouvert le Vidal à la bonne page. Et donc vous vous sentez en partie coupable de l'effet indésirable, parce que c'est vrai qu'on minimise les effets indésirables quand on respecte strictement les indications, mais à certains moments, on va prendre une décision, ou alors de faire une prescription hors AMM, parce qu'on peut le faire, je dirais, par défaut, par erreur, par omission, ou de façon volontariste, parce qu'à tel moment, on va considérer que le bénéfice l'emporte, et pas de bol, c'est l'effet indésirable. Donc, on ne va pas être tenté, forcément, de le déclarer, parce qu'il y a derrière un risque médico-légal, parce que le laboratoire va être informé directement de la source de l'alerte, et que ça pose bien évidemment un véritable problème donc de protection, d'anonymat, d'une certaine protection de la déclaration. Alors pour le médicament, c'est déjà un problème, mais je peux vous dire que c'est la pointe de l'iceberg, parce que derrière, c'est la question des dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, pourquoi c'est l'affaire des prothèses-pipes, 3 déclarations avant, 8000 après, parce que là, c'est tellement simple de dire, c'est le chirurgien qui a mal fait son boulot, qui a mis un coup de bistouri, qui l'a pas posé correctement. C'est-à-dire que la responsabilité de celui qui va poser le dispositif médical va être instantanément mise en cause, et donc ne va certainement pas l'inciter à déclarer les faits indésirables, puisque il a de grandes chances qu'on lui rétorque, mais mon pauvre ami, c'est pas comme ça que vous l'avez mis, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, vous avez fait, etc. Donc il y a un vrai problème de protection de l'alerte. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, qui a été extrêmement précieuse dans l'affaire du Mediator, c'est qu'on a de plus en plus de très très grands registres informatiques qui collectent des milliards d'informations sur nos maladies, sur les remboursements de nos médicaments, sur nos consommations. Quand on va à l'hôpital, pour la partie que je connais, quand on quitte l'hôpital, nous sommes codés. Les diagnostics que nous avons sont déclinés sous forme de code, parce que c'est comme ça que l'hôpital va se faire payer. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte. Et en réalité, ces codages permettent de faire remonter des informations quand on questionne ces grands registres, soit au niveau d'un hôpital, soit au niveau d'une région, soit au niveau, bien évidemment, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et à ce titre, le Mediator a été un fabuleux révélateur de la puissance de ces systèmes. Mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que ça s'est fait de façon presque artisanale au départ. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude de questionner, en réalité, les codages de mon hôpital pour retrouver mes malades, parce que je suis bordélique. Et donc, je ne garde pas bien les listings de mes patients. Et quand je veux les retrouver, parce que je me pose une question sur mes patients qu'ils ont acheté AP, au fait, ils ont... Hein ? Je repars du diagnostic et je fais une interrogation de ma base du PMSI. Et donc, très gentiment, mes services informatiques avaient l'habitude de me faire remonter mes listings.
Et donc, connaissant bien ce système, lorsque je me suis posé la question des valvulopathies et du Mediator, pour moi, c'était extrêmement naturel de me tourner vers la base informatique, les services qui me connaissent très bien, et leur dire, dites les gars, cette fois-ci, j'ai besoin des valvulopathies. Et puis j'aimerais bien arriver à avoir valvulopathie et Mediator. Et ils m'ont dit, mais attends, nous, on sait chercher le mot-clé Mediator, etc. Et de fil en aiguille, j'ai vu arriver, en 3 clics, l'information. Et là, j'ai compris la catastrophe. Et ça a été un moment très très fort, parce que en ouvrant ces dossiers que j'avais demandés, tout à coup je m'aperçois d'une maladie dramatique, mortelle, qui se répète toujours la même, parce qu'on a pu aller chercher en réalité l'aiguille dans la meule de foin. Et me posant ces questionnements, j'en ai discuté avec une épidémiologiste qui s'appelle Catherine Hill. De fil en aiguille, j'apprends qu'il y a quelques médecins qui ont cette puissance d'interrogation, mais pas au niveau de mon petit hôpital régional, au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur les 60 millions de Français. Et pas les 800 000 patients ou 600 000, je sais pas, qui font le bassin de recrutement de Brest. Et je suis en contact avec un de ces médecins, et je lui dis, voilà, nous on a fait ça, est-ce que vous avez le moyen d'interroger vos immenses bases de données avec les mêmes codages exactement sur ces valvulopathies et de retrouver quelque part la trace du Mediator? Et puis il me dit oui, bien sûr. J'ai la possibilité de retrouver les patients qui ont eu des valvulopathies et j'ai la possibilité de croiser ça avec des patients qui ont eu des remboursements pour des boîtes de Mediator. Et il m'a dit... C'est intéressant que je fasse ce travail parce qu'il y a quelque temps, je suis allée à l'AFSAPS, à l'Agence du médicament, dire que ça y est, nous étions au point pour faire ces enquêtes, ces croisements, puis ça n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde. Et il me dit, mais je vais le faire. Et il a eu le même choc que moi, c'est-à-dire que bon, il a rentré ça sur ses très grandes bases de données, et puis un soir, il a fait plouf, il a appuyé sur le bouton, un vendredi soir. Il a interrogé 30 fois plus donc, de gens que toi, et qu'il a trouvé 30 fois plus. Exactement. Oui, c'est ça. Et je n'avais fait qu'une phrase. Ouais. Ici, elle, à Brest, quand on a trouvé 27, exact. Il y a 98 en France, 27 multipliés par... Ça fait tant. C'est ce qu'il a trouvé exactement. Et il a eu le même choc en voyant la puissance de cette base. Encore faut-il savoir, bien évidemment. Et bon. Donc ça, c'est un autre moyen proactif, majeur, de faire ce qu'on appelle de la pharmacoépidémiologie. Et il faut certainement qu'on réfléchisse, par exemple, ces codages qui ont été essentiellement destinés à, en réalité, une tarification économique, à une évaluation économique, serait un moyen, un levier très puissant pour aller chercher d'autres informations, comme celle, par exemple, de l'accident médicamenteux. Étienne Nougues, vous vouliez intervenir? Oui, 2 choses. D'abord, c'est aussi ce qui a permis à l'assurance maladie d'estimer le taux de prescription en RAMM en regardant les co-prescriptions sur ces bases de données, parce que, évidemment, une prescription en RAMM, même si les médecins sont tenus de marquer que c'est hors AMM, en réalité, ils ne le mettent pas. Et l'autre aspect, c'est sur la vigilance. Ce qui est intéressant dans votre livre et dans votre parcours, c'est que c'est une enquête, mais c'est une enquête, et comme dans toutes les bonnes enquêtes policières, en fait, l'enquêteur a une idée en tête, et c'est ça qui lui permet de chercher. Et le gros problème de la pharmacovigilance, c'est aussi que... il faut une hypothèse. Il faut une hypothèse, et il faut que cette hypothèse, elle naisse d'une intuition, et que cette intuition, elle naisse d'une répétition de cas. Et le problème des médecins généralistes isolés qui traitent tout un ensemble de maladies, c'est qu'en fait, eux, au mieux, ils ont un cas, voire 2, si jamais... Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est... Moi, ça m'avait beaucoup étonné, et en même temps, c'était assez fort. Les pharmaciens, et je crois que les médecins aussi, ont des logiciels qui peuvent clignoter en rouge ou en orange ou en vert en fonction des effets secondaires des médicaments ou des interactions. Et en gros, les pharmaciens les débranchent parce que ça clignote tout le temps. Et ça clignote partout. Et donc, à un moment donné, le problème aussi de la vigilance, c'est que on est en saturation cognitive, et trop de signaux, trop d'informations rendent finalement inaudible le vrai beau signal. Il faut hiérarchiser les signaux. C'est un peu le problème aussi des notices, hein, où le signal... Avec en plus des effets créateurs, parce que à lire la notice, on se crée aussi. Cette boîte, c'est la boîte de Diane. Diane 35. Je l'ai achetée ce matin à l'aéroport parce que je devais
on m'avait demandé quel est le rapport entre Diane et Mediator. Je me suis dit, oula, il me faudrait une boîte de pilules Diane et une notice pour que je vois justement quelle est la différence. Parce que, en fait, dans la notice du Mediator, rien n'indiquait ce que c'est. Enfin, tout était pipoté. Enfin, c'est vraiment, c'est de la poésie. C'est de la, jusqu'au, c'est absolument incroyable comme cette histoire. Tout est faux. Tout. C'est pas le cas, je vous rassure, c'est pas le cas de la pilule Diane. La notice n'est pas factice. Sauf que c'est pas une pilule. Sauf que c'est pas une pilule, mais d'une certaine façon, c'est dit. Je vous dis ça parce qu'effectivement, c'était un peu rigolo. J'ai demandé ça à la pharmacie de l'aéroport qui me dit, vous êtes sûr que vous voulez de la pilule Diane 35 ? Alors, je sais pas si c'est mon âge, mon nom ou le jour, mais elle était épatée. Dans ce sujet qui est quand même majeur maintenant, on ne va plus l'oublier, que Irène a découvert, fait école, c'est-à-dire l'accès aux données concernant le médicament en vie réelle, et pas dans le cadre d'études, d'accord ? En vie réelle. Ce qui nous importe pour la sécurité, c'est comment ça se passe dans notre pays maintenant. Donc, c'est faisable, pas dans tous les cas, mais c'est faisable par l'accès aux fichiers à l'assurance maladie. Et puis un choix à faire. Donc moi, je parle en tant que responsable, puisqu'on a utilisé sa méthode, il faut le dire, pour d'autres médicaments, comme Lactos, dont on a parlé, mais on l'a fait à guichet fermé entre la caisse d'assurance maladie et nous. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des signaux, et ça nous a permis de le suspendre. Mais il y avait 200 000 personnes qui en prenaient en France. Et pour revenir sur ce que dit Philippe, en Angleterre, il n'y en avait que 20 000. Et donc, eux, ça ne les perturbait pas. Or, ce qu'attend la société, c'est qu'on prenne des décisions sur ce qui se passe dans notre pays, et pas dans le cas d'études, dans un système de santé idéalisé. Deuxième remarque de ma part, en tant que responsable, je préfère faire ces études à guichet fermé. Je ne veux pas que ce fichier soit ouvert aux firmes pour qu'elles fassent des études contradictoires, soutenues éventuellement par des universitaires français, pour faire sans arrêt la contre-expertise de l'expertise. Donc on doit aller sur du temps réel. Ça, c'est pour la photographie de l'existant. Mais maintenant, il faut aussi qu'on vérifie si les mesures qu'on prend sur les pilules, par exemple, sont suivies d'effets. Parce qu'on ne va pas sans arrêt regarder en arrière. Est-ce que, oui ou non, on arrête le phénomène des accidents thromboemboliques avec les mesures de sécurité sanitaire. Donc, il faut faire le rétropédalage, mais aussi, il faut faire un pédalage prospectif. Et il faut s'entendre pour savoir qui est responsable de la sous-déclaration. Et moi, je soutiens ce que dit Hélène, puis certains en mon âge ici. Au bout d'un moment, quand il y a un mort dans l'hôpital, quand c'est au bloc opératoire, avant on disait, bon, c'est des accidents anesthésiques, puis après on a dit, on impose les salles de réveil. Et puis il y a eu 2000 morts de moins en France. La lutte contre les infections nosocomiales, c'est la même chose. Alors ça suppose des moyens. Et les médecins spontanément ne déclaraient pas les infections nosocomiales. Ben, maintenant que c'est organisé à l'intérieur de l'hôpital et que c'est la responsabilité de l'hôpital, ben, il y a moins d'infections nosocomiales. Il y en a encore toujours trop, mais en tous les cas, elles ne passent pas inaperçues. On compte mieux dans les hôpitaux les solutés antiseptiques, le nombre de solutés antiseptiques consommés, que les effets indésirables des médicaments. Ouais. Dans le cadre, par exemple, de la lutte contre les infections nosocomiales. Donc une dernière question, me dit-on, parce que commence à faire faim. Et voilà, qui... Oui, bonsoir. Je suis journaliste pour plusieurs associations de patients qui appartiennent au CIS, le collectif interassociatif sur la santé. Je voulais vous faire réagir en fait à un communiqué de presse qui est sorti le 6 la semaine dernière, et puis rebondir en même temps sur ce que disait Irène Frachon concernant les bases de données informatiques. Le 6, dans un communiqué intitulé « Libérer nos données », a plaidé en faveur de la divulgation d'une grande base de données, le SNIRAM, le Système national d'information interrégime de l'assurance maladie, c'est un peu long, et au motif qu'il s'agit d'un bien commun. Alors on ne parle pas là, bien sûr, des données individuelles et nominatives qui sont protégées par la CNIL. On parle des données collectives, anonymes,
qui sont, selon le CIS et selon les associations que je représente un peu aujourd'hui, un bien commun que tous les patients financent aussi. Je voulais avoir un peu votre avis les uns les autres par rapport à cette question. Qui veut répondre? Moi, contrairement pour une fois à Dominique, je ne serais pas pour que ça continue à guichet fermé. Je pense qu'il faut que cela soit mis à la disposition des Français. Je les crois tout à fait adultes, matures, intelligents. Ils ne demandent qu'à être informés exactement. Alors, il est vrai qu'il y aura des réactions, que les mêmes données seront reprises par des firmes, avec quelques-uns de mes collègues habitués à travailler avec elles, et qu'il y aura des contre-interprétations, des discussions qui, par quelquefois, n'en finiront pas, d'une mauvaise foi absolument insupportable. Mais au bout du compte, il faut, me semble-t-il, que la vérité apparaisse d'abord. Il y a une grande firme qui s'appelle Celtifarm, qui est le numéro 2 mondial, mais beaucoup plus petit que IMS Health, qui a l'autorisation de la CNIL d'obtenir ces données de la part de l'assurance maladie et qui ne parvient pas à les obtenir, et non seulement elle ne parvient pas à les obtenir, mais sans même de justification pourquoi elle ne les obtient pas. Donc moi je crois qu'il faut y aller. Alors, Attention, un dernier mot. Non, mais juste que ma position ne soit pas ambiguë. Oui. J'ai dit qu'on a pu le faire à guichet fermé sans qu'il y ait la firme qui s'en mêle, d'accord, et que ce qu'on a observé... Par contre... Les firmes font tout pour s'en mêler, quand même pour semer la confusion. Je repars sur l'affaire du Mediator. Sachez quand même que dans l'étude qui a été faite par la Caisse nationale d'assurance maladie et qui a permis notamment le calcul et la projection du coût humain, de la mortalité liée au Mediator, et qui est donc une pièce bien évidemment très importante dans l'instruction en cours, Servier fait des pieds et des mains pour accéder aux données sources. Et nul doute que cet accès... je ne sais pas d'ailleurs s'il faut l'accorder ou pas, mais ça ne sert jamais à rien de cacher la vérité. Un jour ou l'autre, ça retombe sur les... Ça, c'est un point de vue. Moi, je peux vous dire ce que fait la FDA au jour d'aujourd'hui. Elle a accès à plusieurs millions de dossiers médicaux, d'accord, et elle peut regarder à l'intérieur des dossiers médicaux. Donc, avec toutes les réserves que vous mentionnez, ben, c'est vrai que les données, ça ne peut pas se cacher. Voilà, ça ne peut pas se cacher. Après, il faut que ça soit ouvert. C'est un métier. Après, c'est un métier. Il faut savoir que là, pour en avoir discuté avec des responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie, attention, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tout tombe. C'est véritablement un métier complexe, épidémiologique, mathématique, savoir conceptualiser ces modèles, etc. Donc, ça relève d'un vrai savoir-faire. Et donc, tout ceci pour dire qu'il est probablement absolument nécessaire, en effet, que les données sur la pharmacovigilance, les données... moi, j'ai regretté de ne pas avoir accès très librement aux données de pharmacovigilance du Mediator. J'ai dû passer par des voies très détournées pour obtenir un certain nombre d'informations. C'était totalement anormal. Donc, cette situation de blocage à moult niveaux et ne peut pas rester en l'état, d'ailleurs, si on veut parler de transparence, si on veut parler de démocratie sanitaire, si on veut que les patients puissent déclarer les effets secondaires également. Je veux dire, le retour d'information, bien évidemment, doit également concerner les consommateurs, mais il y a certainement une réflexion approfondie pour que ça ne soit pas contre-productif. Mais sous ces réserves-là, je pense que c'est une nécessité. Bon, je crois qu'il faut que nous, malheureusement... Une petite question, alors. Puisque c'est la question de la fin, je voudrais vous poser la question suivante. À vous écouter, peut-être un peu moins M. Marinacci, qui peut pondérer dans ses paroles. Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain ? Est-ce qu'il faut considérer qu'en France, malgré les progrès de santé publique, malgré le fait que finalement les Français, comme nous tous, avons accès aux soins et à un niveau de soins rarement égalé dans les autres pays et de façon uniforme sur toute la population, faut-il quand même continuer à penser qu'à vous entendre, tout est bon à jeter, qu'il faut mettre une bombe dans la mare sous prétexte qu'il y a des mauvais canards dans la mare, comme Servier à ne pas en douter est vraiment
également certainement à faire pâlir toute l'industrie pharmaceutique, qu'un certain nombre de médecins sont certes pas bien formés ou ne font pas de formation continue pour amener des bons traitements. Et ne doit-on pas plutôt penser que 80% des gens qui travaillent à traiter les patients au quotidien passent 12, 15, 14 heures ou 16 heures par jour à recevoir les patients, le font du mieux qu'ils peuvent, avec la volonté de se tenir au courant, de donner le meilleur traitement à la meilleure personne. Alors certes, ils n'ont pas été formés à la sociologie, ils ne font pas beaucoup d'heures de thérapeutique, mais est-ce qu'on peut continuer à avoir confiance dans nos médecins ? Est-ce qu'on peut se dire qu'il faut que l'industrie pharmaceutique continue à exister parce que demain on a besoin encore de trouver des solutions à des pathologies qui n'ont pas de traitement aujourd'hui. Or, c'est pas l'État qui versera ce qu'il faut pour développer des molécules qui mettent, comme vous l'avez dit, 10 ans à être développées. Et est-ce qu'il faut aussi douter de nos instances et penser que malgré les progrès que les instances font d'année en année pour essayer de réglementer le marché du médicament, voilà, tout est quand même très bon acheté et il n'y a plus qu'à poser une bombe en espérant que les choses se reconstruisent mieux. Je suis très inquiète en tant que patiente à vous écouter. On est là dans une assemblée grand public, c'est très inquiétant, les médias s'en emparent et personnellement je trouve qu'il y a de très mauvais messages qui sont diffusés à la population du fait de cette généralisation. Vous ne vous êtes pas présentée, madame. Isabelle Hartmann. Voilà, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. C'était ça que j'allais vous demander. C'est-à-dire, quel était votre rôle au syndicat de l'industrie pharmaceutique? Parce que vous venez de défiler responsable des marchés hospitaliers toute la désinformation qui aboutit à la situation. Enfin, non, mais vous ne pouvez pas généraliser. Vous ne pouvez pas généraliser sur c'est absolument extraordinaire parce qu'au fur et à mesure que votre argumentaire s'est déroulé, voilà, nous avons compris effectivement. Non, mais je vous parle aussi des médecins. Pourquoi accusez-vous les médecins de ne pas faire bien leur travail? Ils font au mieux qu'ils peuvent. Je suis médecin, donc je suis finalement pas si mal placée pour parler également de mes collègues. Je ne m'exclus pas de ces critiques, loin de là. Donc ça n'a absolument rien à voir avec... C'était très bien chanté. Il manquait que peut-être un violon, un hautbois, et ça aurait été tout à fait parfait. Je trouve qu'il y a une jolie illustration là. Médecins, médicaments, méfiance. C'est légitime. Maintenant, notre sujet, c'est comment on peut rétablir la confiance. Parce qu'on a besoin de médecins. On a besoin de juste traitement. Et tous ceux qui croyaient que la crise de confiance du médicament était derrière nous avaient tort. Et les gens qui sont autour de la table, eux, ne l'ont jamais pensé. On a besoin de transparence, on a besoin d'inverser le processus, on a besoin de gens qui prennent des décisions, quitte à ce qu'elles soient contestées, mais qu'elles soient transparentes. Bon, donc c'est dans le sens où nous allons. Personne ne va jeter le bébé avec l'eau du bain. Les Français n'ont pas confiance dans la presse. Les Français n'ont pas confiance dans les politiques, n'en parlons pas. Ils n'ont pas confiance dans l'État, ça c'est la moindre des choses. Ils n'ont pas confiance dans l'industrie non plus. Mais au final, ils retournent chez leurs médecins qui sont maintenant un peu démunis. Donc il faut qu'on rétablisse la confiance par des mesures qui soient claires. Monsieur l'a dit, la pharmacovigilance, personne n'y comprend rien. Donc maintenant, il faut qu'elle soit claire et vraiment transparente. Quand il y a des médicaments, je vais vous citer aussi quelques exemples. On a un attachement, et le sociologue ne me contredira pas, on a un attachement viscéral aux médicaments. Donc nous avons passé en revue la relation bénéfice-risque de beaucoup de médicaments, et il y en a beaucoup que nous avons supprimés et que nous allons supprimer, parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'effets thérapeutiques. Mais ça crée aussi un bouleversement un peu sociologique, et je vais me mettre du côté des personnes. Je vais dire que c'est ma tante. Voilà. On lui a donné ce médicament pendant 10 ans. On savait que ça lui servait à rien. Et tout d'un coup, boum, l'État le supprime parce que ça sert à rien. Donc elle a deux réactions. C'est pourquoi il m'emmerde, ça me faisait du bien. Bon, il faut le temps de la convaincre. Ou bien on m'a empoisonné pendant 10 ans avec cette saloperie. Donc, la solution, elle est entre les deux. C'est Philippe Even, lui, il dit, il faut parler vrai en thérapeutique, et il ne faut pas qu'on donne des conneries aux gens, même si c'est pas cher, même si c'est pas dangereux, et aussi, il faut que les autorités de régulation, elles fassent leur boulot. Quand un médicament n'a pas prouvé son efficacité, il faut le retirer.
Et ça, c'est un travail. Ça s'appelle la dynamique. Et il faut le faire régulièrement en dehors des crises. Et ça, c'est dur. Mais les crises, elles nous apprennent que les gens ont besoin d'avoir confiance. Et pour ça, personnellement, mais je ne suis pas décideur, je pense que la transparence, c'est le meilleur qui puisse nous arriver à tous. Voilà, et que l'on se déclare effectivement... Moi, je voudrais vous dire que le meilleur qui puisse nous et vous arriver à tous, c'est qu'on a mis à la tête de l'Agence du médicament une exception. Probablement la seule personnalité qui est à la fois... non, mais je le dis parce que je le pense très profondément, qui est à la fois parfaitement lucide, compétent, d'une intégrité rarement atteinte par beaucoup, d'une exigence, d'une ténacité, d'une volonté d'arriver, d'une résilience devant tous les obstacles qui tombent d'en haut, d'en bas, sur les côtés, et qui arrive, sans se suicider, sans démissionner, à avancer tous les jours dans la bonne direction. Et moi, j'espère que si Dominique reste en poste quelques années encore, il vous rendra un tableau général du médicament sans commune mesure avec celui qui existait il y a 4 ou 5 ans, avant que Irène ne foute le feu à l'étincelle. Moi, je voudrais pour garder le bébé en bonne santé, que les choses soient claires. C'est l'objectif évidemment prioritaire, madame, de nous tous et des médecins dont je fais partie. C'est un travail qui nous occupe constamment et un souci qui nous occupe constamment, et non pas de rendre compte à nos actionnaires. Est-ce que... Je crois qu'il faut qu'on... Je voulais simplement dire que sans jeter le bébé avec l'eau du bain, on pourrait arrêter de jeter des boîtes de médicaments inutilisées, de jeter l'argent par les fenêtres en payant trop cher des médicaments alors qu'on pourrait avoir les mêmes pour beaucoup moins cher, et tout simplement de consommer des médicaments dont l'utilité peut être contestable sous prétexte que on n'a pas le temps d'attendre d'aller naturellement mieux, ce qui n'est pas mon cas, je vais de pire en pire, et de laisser passer une grippe ou d'attendre tout simplement que ça se guérisse. Donc je ne dis pas du tout, et vous ne m'entendrez pas dire qu'il ne faut pas de médicaments, mais je ne crois pas que le cas de la France soit celui d'un pays où on ne mange pas assez de médicaments. A priori, tous les chiffres semblent indiquer qu'on est plutôt parmi les gros consommateurs de médicaments. Voilà, simplement. Merci beaucoup. Merci à tous de ce débat riche, passionné, exaltant. J'espère qu'il aura des suites, et je souhaite bon courage à tous les acteurs dans la suite de leur investigation, négociation. Je vous donne rendez-vous, la Bibliothèque publique d'information et la revue Books vous donne rendez-vous le 28 avril pour un prochain débat. Et je vous rappelle que ce débat a été enregistré et sera disponible en ligne sur le site de la BPI dans les archives sonores. Donc je vous invite à le diffuser. Voilà, bonne soirée à tous et merci d'avoir participé. Merci.